Salut les insoumis et les insoumises, j'espère que vous passez une bonne assemblée représentative et que les travaux se passent pour le mieux. La pandémie de Covid-19, elle a frappé toute l'Europe. Et dès le début de la crise, les logiques de compétition et du chacun pour soi, qui prédominent déjà de manière habituelle au sein de l'Union européenne, eh bien ces logiques de compétition et de chacun pour soi, elles sont apparues au grand jour. Vous vous souvenez du vol des masques sur les aéroports, vous devez vous souvenir aussi du mépris auquel l'Italie avait dû faire face de la part de ses voisins qui la traitaient de bon à rien ou d'incapable. Et on se rappelle que le début de la pandémie, ça a créé un grand moment de panique. Il y a eu au grand jour des failles d'organisation, un manque de coordination, un manque de réactivité et de préparation. Il a fallu attendre des mois et des mois pour que soit seulement acté le principe d'un plan de relance européen, plan de relance dont le montant est loin d'être à la hauteur des enjeux et montant qui par ailleurs est loin d'être tout simplement débloqué. On n'en a toujours pas vu la couleur de ce plan de relance. Ce plan de relance, il est de 750 milliards d'euros au niveau européen. Alors on a vu tous les représentants du gouvernement sur tous les plateaux télé expliquer comme quoi c'était une décision historique. Et en réalité, ce montant il paraît peut-être énorme, mais la réalité elle est très décevante. On est bien loin des 2000 milliards d'euros qui étaient réclamés par le Parlement européen et on est également bien loin des 1600 milliards qui étaient demandés par le commissaire européen français Thierry Breton. Alors Thierry Breton, il n'a pas pourtant particulièrement l'habitude d'être ambitieux. Le problème de ce plan de relance, c'est qu'il s'inscrit dans le cadre du semestre européen. Semestre européen, vous savez, c'est cette chose-là qui fait des recommandations, entre guillemets, aux États membres de l'Union européenne en expliquant où est-ce qu'ils doivent dépenser leur argent. Alors justement, parlons-en de ces recommandations. Ce sont ces recommandations qui sont justement responsables des failles dans la gestion de l'épidémie. Vous savez, entre 2011 et 2018, la Commission européenne, elle a demandé 63 fois aux États membres de réduire leurs dépenses de santé ou de procéder à des privatisations dans le domaine de la santé et donc de mettre en œuvre la casse de l'hôpital public en France, mais pas que, en Espagne, en Italie. Et on s'aperçoit aujourd'hui à quel point ces hôpitaux que voulait casser la Commission européenne, à quel point ils sont importants. On voit à quel point il est important de rompre avec les logiques de rigueur budgétaire, les logiques d'austérité, ces logiques qui prédominent au sein de l'Union européenne. Alors on a eu l'impression à un moment que l'Union européenne se rendait compte de l'absurdité de certaines de ces règles. Par exemple, l'Union européenne a décidé de suspendre le fameux critère des 3%. Comme quoi, de temps en temps, quand on veut, les sacro-saints traités européens, on peut leur désobéir. Maintenant, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler des grands gagnants et des grands perdants de la crise. Parce que il y en a qui se sont serrés la ceinture, mais il y en a qui ont beaucoup profité de cette crise, et ça partout en Europe. Les Amazon, dont les profits ont explosé depuis le début de la pandémie. Mais c'est aussi le cas de Deliveroo, d'Uber. La plupart des habitants de l'Union européenne étaient confinés, énormément de gens devaient télétravailler chez eux, et il y avait une activité qui continuait partout, dans toutes les rues d'Europe, que ce soit à Madrid, que ce soit à Rome, que ce soit à Paris, que ce soit à Helsinki. C'était l'activité de livraison de repas à domicile pour amener des sushis, des pizzas aux cadres qui étaient confinés. Sauf que ces gens-là qui travaillaient au front pour des plateformes comme Deliveroo, comme Uber Eats, eh bien on les envoyait au charbon sans aucune protection, dans des conditions de travail très précaires, très risquées au niveau sanitaire, et ils étaient obligés de choisir entre prendre soin de leur santé en arrêtant de travailler, mais ne pas pouvoir payer leur loyer, ou continuer de travailler et mettre en danger leur famille. La crise, elle a mis la lumière sur la vulnérabilité de ces travailleurs ubérisés. Cette situation, elle ne pouvait plus durer. C'est sur ces bases-là que j'ai fait une proposition de directive pour protéger partout en Europe les travailleurs des plateformes, directive que j'ai construite avec les ressources des travailleurs, les ressources des spécialistes de l'ubérisation, avec des juristes. Et donc, j'ai remis à la Commission européenne la semaine dernière ma proposition de directive qui permettrait dès demain de donner à ces travailleurs et ces travailleuses les mêmes droits qu'à n'importe quel salarié. Parce qu'on ne peut plus accepter cette situation où vous avez des plateformes numériques américaines qui se croient tout permis, qui agissent en impunité totale, qui piétinent le droit du travail, qui piétinent les droits sociaux, qui ne participent pas à l'effort collectif en ne payant pas d'impôts. On ne peut plus supporter que ces entreprises-là se gavent
et en plus piétine nos droits. Vous pouvez compter sur moi et sur mes collègues de la délégation insoumise au Parlement européen pour nous battre contre les lobbies, contre les plateformes numériques, contre la casse des services publics, contre ces logiques de l'égoïsme, parce que nous sommes pour. Nous sommes pour la solidarité, nous sommes pour l'intérêt général, nous sommes pour le bien commun. Allez, salut, bonne fin de travaux à toutes et tous, et à très vite.